Cortex, ok, cerveau. Cerveau, ok, donc c'est le système nerveux central, très bien. Aire cérébrale, très bien. Ou région, ou lobe, parfait. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Moelle épinière, ok. Donc moelle épinière, ce serait l'autre système nerveux, l'autre centre nerveux, on dit qu'il est périphérique. Et là, dans ce cas-là, si vous me dites moelle épinière, moi, il y a un autre mot qui vient en tête, c'est réflexe. C'est ce que vous aussi. Et par contre, si je vois le cerveau, je pense pas au réflexe, je pense à quoi? À la commande volontaire. Ouais, très bien. Donc, vous voyez, cerveau, vous pensez à la volonté de faire un mouvement, alors que dans le réflexe, il n'y a pas de volonté, c'est involontaire, stéréotypé. Autrement dit, quand je vois aussi cette image-là, il y a deux couleurs, le jaune et le rouge, parce qu'en fait, quand j'ai la volonté de faire un mouvement, il y a ce qu'on appelle l'activation de l'aire prémotrice, qui va planifier la tâche, le mouvement. Alors que sur cette partie-là, on est uniquement, ouais, très bien, commande contralatérale, effectivement. Donc là, on est dans la motricité au sens strict, je bouge la main. Et contralatérale, là, je suis droitière, donc c'est surtout l'hémisphère gauche, dans mon cas, qui va s'activer là actuellement, puisque je suis sur travail avec une souris et un clavier. Donc, il y a effectivement la commande. Le mot commande, c'est vraiment important à retenir. Et controlatéral, ça, c'est peut-être le nouveau mot. Latéral, de travers, contrôle inverse. C'est-à-dire que c'est la partie gauche, c'est l'hémisphère gauche, plus précisément le cortex pariétal. C'est peut-être le mot qui n'est pas apparu dans vos brainstorming. Pariétal, c'est la région ici, c'est cette région-là qui va gouverner tout ce qui va contrôler tout ce qui est commande volontaire. Ça va pour les mots qui reviennent un petit peu? Donc, on aurait pu, je l'avais pas en tête non plus, la notion d'IRM. Est-ce que vous devez retenir vraiment, ça c'est important, la notion d'IRM et d'IRM fonctionnel, dissociez bien les deux. Là, quand vous avez de la couleur, c'est qu'on est en train de travailler sur une intensité d'activation de certains neurones, surtout par une consommation accrue de dioxygène et de glucose. Mais l'IRM fonctionnel, c'est quand vous avez de la couleur et ça vous permet fonctionnel de comprendre la fonctionnalité de l'encéphale, du centre nerveux centrale et de mettre en évidence des régions, des aires, des lobes spécialisés dans une fonction donnée, la motricité, la vue, l'audition, etc. Donc là, c'est de l'IRM-F à ne pas confondre avec une IRM toute simple qui est plus souvent pratiquée évidemment. Et l'IRM, là, donc on est sur de l'IRM-F, il y a de la couleur, alors qu'ici, on est sur une IRM simple. Alors, vous allez me dire, il y a de la couleur, certes, mais là, la couleur, c'est juste pour mettre en évidence certains tissus, certaines structures. On n'a pas une zone activée plutôt qu'une autre. Là, c'est pour montrer une lésion, un caillot, éventuellement un caillot de sang. Je pense, par exemple, ici, voilà. Donc là, il y a une lésion, ça, c'est une IRM. Ce n'est pas une IRMF. Donc, retenez bien que l'IRMF fonctionnelle, elle est surtout pratiquée dans les cas que vous verrez, vous, chez les sujets témoins qui vont vous permettre de confirmer la commande contralatérale de la motricité volontaire. Hop. Donc là, on est sur une IRM-F fonctionnelle. Il y a une zone du cerveau qui s'allume. C'est pas bien net. Il faudrait que je zoome peut-être un peu. Mais si vous voyez de la couleur, là, vous la voyez normalement. On est sur de la coloration. C'est bien l'IRM fonctionnelle. C'est la zone où on a une consommation accrue de dioxygène. On est bien dans la partie corticale. On est bien dans la zone pariétale et plutôt là, ici, dans la motricité volontaire. Donc, on est bien dans la commande volontaire. Ce document tiré de votre manuel, c'était juste pour comprendre l'aspect contralatéral. Donc, l'hémisphère droit de mon cerveau contrôle la commande volontaire de la moitié gauche de mon organisme. OK? Et donc, en faisant un petit zoom, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, le rond qu'ils ont dessiné représente le corps cellulaire du neurone. Donc, c'est bien dans cette substance
substance grise, la partie périphérique de mon cerveau qu'on appelle le cortex, que sont présents les corps cellulaires des neurones. Et donc, la structure représentée, là, le trait dessiné, ça représente un axone, puisqu'on est dans un message nerveux centrifuge, et cet axone est très très long, et il va venir établir des connexions synaptiques avec les corps cellulaires des motoneurones. Motoneurones médulaires, neurones moteurs, médulaires, c'est l'adjectif qualificatif pour moelle épinière. Donc là, vous voyez que mon cerveau contrôle, tac, je vais aller de l'autre côté, contrôle les motoneurones de mes bras, de mes jambes. Donc voilà, ça c'est une coupe de la moelle épinière. Vous reconnaissez le petit papillon, la substance grise. Il faudrait être capable de l'orienter. Là, on est sur de la racine dorsale avec les corps cellulaires des neurones sensitifs. Et là, on est sur la racine ventrale. Je vous rappelle qu'au niveau de la racine ventrale, vous avez le départ des axones des motoneurones. Donc ça, c'est à bien comprendre ce schéma-là. J'espère que ça va pour tout le monde. Je suis assez lente aujourd'hui, on est vraiment sur la partie, la fin de cette partie neuro, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Décussation de la voie pyramidale hors programme, évidemment. Je l'ai mis en gras, c'est pour vous ennuyer. Vous retenez surtout contrôle latéral, un commande contrôle latéral. Et cortex primaire, éventuellement primaire, parce que c'est là où vraiment vous avez les corps cellulaires des neurones qui induisent la commande, qui contrôlent la commande volontaire. Donc ça, on en avait parlé, je vais passer tous ces cas cliniques. Donc là, on est bien dans de l'IRM et pas de l'IRMF. Précédemment aussi, on est bien dans de l'IRM et pas de l'IRMF. Je poursuis, tac, ça c'est bon. Alors ici, je vais peut-être revenir un petit peu dessus. Même si c'est un peu compliqué et qu'on ne va pas vous ennuyer énormément, surtout pas en synthèse, on peut vous ennuyer en 2-2 sur ce type de document. Donc, qu'on soit bien d'accord, l'enregistrement ici, il a été fait, vous avez la tension en millivolts, vous regardez les valeurs, on est à plus de 250 millivolts, donc c'est certainement pas un potentiel d'action. Je vous rappelle qu'un potentiel d'action, on part à moins 70 et on va jusqu'à plus 10, plus 30 millivolts. Donc là, c'est ce qu'on appelle hors programme le potentiel global. Ce sont des électrodes qu'on a posées à la surface du mollet. Donc, on est dans un enregistrement uniquement de tension ou de DDP, mais pas transmembranaire, si je veux dire. C'est pas à l'échelle d'une cellule, c'est pas à l'échelle d'un axone, c'est à l'échelle de l'organisme. Ce qu'on peut juste observer, c'est que les variations du signal, là, le signal, pardonnez-moi, la variation de tension, elle présente des amplitudes en fonction, par exemple ici en rose, traction des deux mains. Donc là, on a un phénomène d'amplification du signal. Quand l'individu sur lequel on réalise le test du réflexe achillien, donc on tape avec un marteau sur le tendon d'Achille et on demande pendant le même temps que l'individu contracte ses bras, ses mains. C'est une contraction du bras. Et qu'est-ce qu'on constate? Que la réaction enregistrée au niveau du muscle du mollet, elle est amplifiée. Cette amplification, elle vous illustre une chose, c'est que votre cerveau, là c'est une action volontaire, exerce bien un contrôle du système nerveux au niveau de la moelle épinière, et c'est l'image, là c'est ce qu'on appelle une coloration rainbow. Alors, c'est absolument pas à retenir, hein. Brain, c'est pour le cerveau, et c'est une contraction avec rainbow, l'arc-en-ciel. En fait, on arrive, grâce à des fluorochromes différents, à pouvoir tracer au niveau, vous devez reconnaître, vous, là, ce qu'on attend de vous, c'est une jonction neuromusculaire, la plaque motrice. Vous voyez les petits boutons pression. Eh bien, je constate que j'ai plusieurs fibres musculaires contrôlées par plusieurs fibres nerveuses. Et donc ici, quand j'exerce une contraction volontaire au niveau des avant-bras, je vais renforcer au niveau de la moelle épinière les motoneurones. C'est ce qu'on appelle une sommation spatiale, et je vais avoir plusieurs afférences, plusieurs arrivées de messages nerveux sur mes fibres, et donc la contraction va être d'autant plus forte. C'est ce qui vous explique ici le phénomène d'intégration. Je vais vous le montrer ensuite dans la diapo suivante.
Tout comme un nerf est composé de plusieurs fibres nerveuses, un muscle est formé par de nombreuses fibres musculaires, ça on le sait. Fibres musculaires, je vous rappelle que c'est cellules musculaires. La variabilité de la réponse réflexe de contraction à la suite d'une stimulation pourrait laisser penser que chaque fibre musculaire réalise une intégration de différentes informations reçues. La récente technique blablabla utilise une combinaison de gènes, bon ça on s'en moque. Cette technique permet ainsi de distinguer individuellement plusieurs dizaines de neurones, donc c'est très précis. Un tel marquage réalisé pour étudier les relations nerf-muscle a montré qu'une fibre nerveuse peut innerver plusieurs fibres musculaires, mais qu'une fibre musculaire ne reçoit de message nerveux que d'un seul motoneurone. Ça c'est important parce que sinon vous pourriez avoir des messages opposés et votre fibre elle serait dans un moment de tétanie. Je me contracte pas. Tétanie, ça veut dire rester en mode contracté. Et donc, pour terminer le document un petit peu compliqué, c'est celui-ci. Donc, je vais revenir dessus. Je l'avais vu déjà la semaine dernière, mais je suis allée vite. Donc là, je vais prendre un tout petit peu plus le temps de le préciser. C'est la notion de sommation, sommer, additionner. On a deux types de sommations. Des sommations dites temporelles et des sommations dites spatiales. La sommation, c'est un terme qu'on attribue exclusivement au corps cellulaire d'un neurone. On dit que c'est un système intégrateur. Il intègre, il reçoit et répond plein de messages à un moment donné. Il intègre plein de messages soit d'un même axone, si par exemple on envoie avec un laps de temps très très court plusieurs potentiels d'action, arrivée de messages successifs à la même synapse, et ces messages successifs sont très très resserrés dans le temps. Si c'est très resserré dans le temps, eh bien ici vous n'allez pas avoir le temps de faire le turnover de l'acétylcholine et donc vous allez avoir plein d'acétylcholine qui vont être libérées au niveau de l'espace intersynaptique, donc une très forte dépolarisation. Je vous rappelle que le récepteur à l'acétylcholine, dès qu'il reçoit 2 acétylcholines, il s'ouvre et il libère, il laisse entrer des ions Na+. Donc au niveau du corps cellulaire, il va y avoir une forte dépolarisation et naissance d'un message nerveux qui ensuite va être propagé le long de l'axone. Je vous rappelle qu'il y a un axone par neurone. C'est la fibre qui conduit un message centrifuge qui part. Donc ça, c'est le cas d'une sommation temporelle. Mais dans le cas de l'exercice, là, quand je suis en train de contracter mes mains, alors que je suis dans le test d'un réflexe achilléen, loin des mains, on est dans le cas d'une sommation, cette fois-ci, spatiale, dans l'espace. En effet, un corps cellulaire ne reçoit pas l'information que d'une seule dendrite, mais de plusieurs. Alors les dendrites, elles sont là, on va dire que d'un seul axone éloigné, excusez-moi, mais de plusieurs. Certains présentent des synapses excitatrices, le plus c'est pour excitatrice, avec de l'acétylcholine et en face ici des récepteurs à l'acétylcholine. Là, vous avez une synapse excitatrice. Par exemple, on peut supposer le neurone du cortex pariétal qui envoie le message nerveux renforcement. Et puis, il y a aussi une synapse inhibitrice. Par exemple, l'interneurone qui est connecté au muscle opposé au muscle du mollet. Si je contracte, si je fais avec mes pieds, donc je vous rappelle que quand le réflexe myotatique, votre pied qui était comme ça, quand vous faites le coup de marteau au niveau du tendon d'Achille, eh bien votre pied, il va fléchir. Je vous rappelle que le muscle du mollet, quand vous le contractez, pardon, il va s'étendre. C'est une extension, je dis une bêtise. Quand je contracte le muscle du mollet, je pointe. Et quand je contracte le jambier, celui qui est devant, je fléchis. Eh bien, je peux m'amuser à faire le réflexe achilléen en contraction du jambier, c'est-à-dire en flexion volontaire. Si je fais une flexion volontaire, je vais favoriser la synapse inhibitrice. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai beau taper sur le tendon d'Achille, le message nerveux va être très très amoindri, voire même il n'y aura pas de réflexe du tout. Donc là, c'est la synapse inhibitrice qui va l'emporter. Tout ça pour dire qu'un corps cellulaire s'intègre plein de messages, parfois du plus, parfois du moins, parfois les deux en même temps. Donc là, j'ai une dépolarisation forte. Là, j'ai une hyperpolarisation. En fonction à un instant donné du nombre de synapses connectées et des messages envoyés, vous aurez ou non naissance d'un message nerveux au niveau de l'axone.
Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, sommation temporelle, sommation Oui, spatiale, c'est limite au programme, vous verrez dans le cours qu'on va lire ensemble. Mais bon, c'est quand même bien de le comprendre. Il y a déjà eu un 2-2 qui est tombé dans ce domaine-là. Tac, bon, ça, c'était la substance grise, on en avait parlé, je passe. Ça, c'est la notion de plasticité cérébrale, c'est la fin du cours. Un cerveau est plastique, ce qui signifie que les synapses, autant les corps cellulaires, on en a un certain nombre et il faut les maintenir, hein, d'où protéger sa tête, etc. quand on fait de la trottinette, du vélo ou ce que vous voulez d'autre. Mais les synapses, elles sont très plastiques, elles se font et se défont en fonction de notre environnement, en fonction de notre entraînement. Donc typiquement, chez un animal hibernant, les synapses sont moindres au moment de l'hibernation et dès qu'il y a un éveil, les épines dendritiques se reconstituent. Voilà. Alors, je vais passer, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la partie cours. On va la regarder ensemble. Je soulignerai les passages importants. Vous, normalement, vous l'avez recopié. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce serait bien qu'aujourd'hui, vous le fassiez. Comme ça, le cours de neuro est terminé et normalement est clair pour vous. Et donc, je vais reprendre et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Donc, ensemble, on avait vu l'arc réflexe. Ce schéma, il est vraiment important à savoir refaire. Enfin, il faut savoir le faire tout court et être capable de le produire à l'écrit en synthèse. On avait vu ensemble la fibre sensorielle, la plaque motrice, le nerf sciatique, l'organisation de la moelle épinière. On avait terminé sur ce long paragraphe qui résume le réflexe. Le circuit neuronique, on dit qu'il est monosynaptique du réflexe myotatique. On avait parlé des potentiels de repos et potentiels d'action. Je me souviens qu'on l'avait dessiné en bas de la page ici, même en haut, où on avait ici, je vous avais représenté la fibre chargée moins à l'intérieur, enfin du côté de la membrane, hein, pas en plein milieu de la fibre, mais vraiment à l'intérieur côté membranaire, il y a du moins et il y a du plus à l'extérieur. Et quand vous représentez un potentiel d'action, il faut bien inverser la polarité. Le codage du message qui est essentiel, c'est la notion de codage en fréquence et les caractéristiques du message nerveux au niveau d'une synapse. Là, je ne sais plus si on en avait parlé, je crois que oui. Au niveau d'une synapse, le message, il n'est plus électrique, il est chimique. Et le codage, c'est plus en fréquence du potentiel d'action, mais en concentration, c'est ce qui est écrit ici, concentration de neurotransmetteurs. Je vais juste relire la conclusion pour faire la transition avec la dernière partie. Ainsi, le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Quand on a un doute sur une éventuelle lésion de la moelle épinière, le médecin va pratiquer le test diagnostique du réflexe myotatique en donnant un petit coup de marteau, soit sur le tendon rotulien, c'est souvent ici qu'il exerce le test, ou alors sur le tendon achilléen. C'est plus simple pour le médecin quand on est en position assise sur la table d'auscultation de faire sur le tendon rotulien. Donc, le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique pour apprécier l'intégrité du système neuromusculaire. Intégrité, ça veut dire son bon fonctionnement, qu'il n'y ait pas eu de lésion. Par un choc léger sur un tendon, on provoque la contraction du muscle étiré. Donc ça, vous devez retenir vraiment par cœur. Réflexe myotatique, contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Exemple, le réflexe rotulien ou achilléen. Ce réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique, donc ça veut dire qu'il y a une seule synapse neuroneuronique et puis une synapse neuromusculaire. Il met en jeu différents éléments que constituent l'arc réflexe, dont le centre nerveux et la moelle épinière. Et donc la transition, comment intervient l'autre centre nerveux, le système nerveux central qui est le cerveau ou encéphale. Donc, thème 3B2, de la volonté au mouvement. Vous remarquerez que là, c'est un tout petit chapitre. Il n'y a qu'un TP relatif à ce thème-là. Si le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique pour identifier d'éventuelles anomalies du système neuromusculaire local, il n'est pas suffisant car certaines anomalies peuvent résulter d'anomalies touchant le système nerveux central, auquel cas on pense à l'IRM, pour les identifier et se traduire par des dysfonctionnements musculaires. Au passage, dysfonctionnement, il y a un Y. Ainsi, les mouvements volontaires sont contrôlés par le système nerveux central. Vous remarquerez que c'est écrit en violet, autrement dit, là, c'est un copier-coller du bulletin officiel. Donc, il y a bien le mot système nerveux central que je dois vous enseigner et la notion d'anomalie.
L'exploration fonctionnelle du cerveau par une IRM. L'IRM, une technique d'observation non invasive, ça veut dire qu'on n'injecte rien. C'est vraiment, on demande au patient d'être allongé, de ne pas bouger et d'écouter les consignes. Mais invasif, c'est quand on touche au milieu intérieur, c'est-à-dire une aiguille qui rentre, faire une prise de sang par exemple, c'est invasif. Donc là, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a rien du tout. L'imagerie par résonance magnétique, donc IRM signifie imagerie par résonance magnétique, est basée sur la propriété des noyaux atomiques à résonner dans un champ magnétique donné. Vous laissez tomber cette définition-là. C'est effectivement le fer, quand il libère son dioxygène au niveau de l'hémoglobine, il modifie le champ magnétique ambiant. Cette technique, il y en a qui se réveillent, c'est bien. Cette technique d'exploration permet de préciser nos connaissances sur l'organisation cérébrale. Associée à l'IRM fonctionnelle, elle permet de préciser l'organisation de notre cerveau en aires. Donc, vous l'aviez trouvé dans le brainstorming, c'est bien. Spécialisée dans différentes fonctions de l'organisme. Donc, l'aire motrice et l'aire prémotrice, ça, vous pouvez le maîtriser. L'organisation du cerveau en aires spécialisées. Dans le lobe pariétal, vous pouvez dire aire, hein, c'est très juste. Il existe une aire motrice et une aire prémotrice. L'aire prémotrice, c'est tout ce qui est planification du mouvement. Et l'aire motrice, c'est la réalisation du mouvement. Contrôle l'activité de nos muscles squelettiques. Les neurones qui la composent projettent leurs axones vers les motoneurones de la moelle épinière. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ainsi, le motoneurone de la moelle épinière reçoit non seulement des afférences nerveuses, c'est-à-dire des contrôles nerveux, des neurones sensitifs, ça on l'a vu dans le réflexe myotatique, mais également des afférences des neurones cérébraux, d'où la notion de sommation spatiale. L'étude de cas cliniques de paralysie, les hémiplégies, la moitié paralysée de la moitié de l'organisme, révèle que l'hémisphère gauche du cerveau contrôle la motricité de la moitié droite. Donc ça, effectivement, il faut le retenir. Hop, on va mettre en rouge. Commande corticale, contralatéral. Cortical, ça veut dire le cortex. Le rôle intégrateur des corps cellulaires des motoneurones, donc ça c'est important. Les corps cellulaires des motoneurones situés dans la substance grise de la moelle épinière, le corps cellulaire reçoit des connexions de faisceaux de neurones cérébraux. Faisceaux de neurones, ça veut dire que j'en ai pas un, mais plusieurs. Ainsi, certaines synapses excitent le corps cellulaire du neurone, d'autres l'inhibent, donc excitatrices, ça c'est important, et synapses inhibitrices avec comme neuromédiateur le DOPA qui est hors programme. Mais il faut juste savoir qu'il y en a des excitatrices et des inhibitrices. De plus, le corps cellulaire du motoneurone peut recevoir des messages nerveux rapprochés dans le temps et y répondre par l'émission d'un seul message nerveux. On parle de sommation temporelle, ça j'espère que c'est clair pour tout le monde, et sommation spatiale quand c'est pas dans le temps mais dans l'espace. En moyenne, ça c'est pour info, parce que je trouve que le chiffre il est impressionnant. Sachez qu'un corps cellulaire, c'est 10 000 connexions. Donc si vous n'êtes pas convaincu que c'est un formidable système d'intégration, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'un corps cellulaire d'un neurone reçoit 10 000 connexions synaptiques. Donc imaginez, ouais, je vais vous l'expliquer, la sommation. Je finis là-dessus, 10 000 connexions, mais justement, ça fait qu'on a de la sommation spatiale qui est énorme. Il faut voir que dans vos 10 000 connexions pour un neurone, il y a de la synapse excitatrice et il y a de la synapse inhibitrice. Donc, à un instant T, vous pouvez obtenir une émission ou non au niveau du cône de l'axone d'un message nerveux sous forme de potentiel d'action. Je vais essayer de vous le dessiner ici. Et chaque fibre musculaire reçoit le message d'un seul motoneurone. En revanche, un même motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires. Est-ce que c'est clair? Ça, on l'avait dit. Il est évident que le motoneurone au niveau de mon dos, j'ai des muscles dorsaux qui se contractent, mais la contraction, elle n'est pas contrôlée de manière fine. Donc, dans le cas des muscles, vous vous souvenez de l'homonculus, au niveau du visage, on est capable de contrôler plein de choses. Au niveau de la main aussi, au niveau du dos, c'est beaucoup moins vrai. Donc, on a un motoneurone, c'est ce qui est écrit ici, pour plusieurs fibres musculaires, et ça c'est particulièrement vrai dans les parties du corps où on n'est pas vraiment capable de bien faire des isolations, de pouvoir bien, j'arrive à contracter le muscle ici, côté droit de mon dos, non, faut pas rêver. Sauf quand on est vraiment expert et qu'on le travaille, mais c'est très très difficile.
Donc, je vais vous dessiner un petit schéma pour vous expliquer ce que c'est que la sommation. Je finis juste le cours, comme ça, je vais supprimer et je vais prendre un tableau blanc pour essayer de vous en dessiner un. Motricité et plasticité cérébrale, il y a un tout petit paragraphe, il faut être juste capable de dire que le corps cellulaire, lui, ne se régénère pas. En revanche, les synapses, oui. Plus on s'entraîne, plus on va être précis dans le mouvement et plus vous allez vous allez renforcer le nombre de synapses. Vous allez en faire plus que 10 000 ou moins que 10 000 si jamais vous arrêtez de vous exercer à faire des maths, faire ce que vous voulez. Le système nerveux central peut récupérer ses fonctions après une lésion limitée dans le temps, évidemment. Sinon, ça ne fonctionnera plus. La plasticité des zones motrices explique cette propriété. Donc, plastique, c'est être capable de revenir à l'état initial par l'entraînement. La comparaison des cartes motrices de plusieurs individus montre des différences importantes. Loin d'être innées, ces différences s'acquièrent au cours du développement, de l'apprentissage des gestes et de l'entraînement. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Plus vous entraînez à taper à l'ordinateur sur votre clavier, c'est pas inné, trouver les touches, mais plus vous vous entraînez, plus vous allez être rapide dans l'exécution du geste. Vous allez vite retrouver les lettres et même en termes de motilité au niveau des doigts, vous allez être très bon. Donc ça, c'est pas inné ce mouvement-là, ce mouvement volontaire. Tout ce qui est involontaire, c'est inné. Tout ce qui est volontaire, c'est l'apprentissage. Vous êtes en petite section, vous apprenez à utiliser les ciseaux et vous allez être précis ensuite dans le geste du découpage. À chaque âge, vous allez développer une motricité fine. Ça fait partie du programme chez les tout petits. À vous, votre âge, il n'y a plus vraiment de motricité fine. On va dire que c'est vous-même qui vous entraînez à bien écrire, à utiliser la souris, à utiliser un clavier. Mais l'idée, c'est ça. Cette plasticité cérébrale explique aussi les capacités de récupération. Ça, c'est plutôt intéressant et rassurant. La notion de récupérer après la perte de fonction accidentelle d'une partie du cortex moteur. Les capacités de remaniement se réduisent tout au long de la vie. Ça, par contre, c'est moins positif. De même que le nombre de cellules nerveuses, c'est donc un capital à préserver et à entretenir. Donc, plus on vieillit, effectivement, nos neurones, on finit par en perdre certains. Donc, quand on est vieux, on est moins précis dans le geste. On a tendance à trembler aussi. Je passe pas nécessairement à Parkinson, hein. Mais l'idée, c'est ça. C'est que surtout à votre âge, vous faites plein de connexions synaptiques. Vous en faites même un peu trop, des fois, ce qui fait que vous avez des fois un excès de réaction face à un événement. Enfin, en ce moment, les événements, il n'y a pas d'excès de réaction. Conclusion, ce thème 3B a permis de préciser nos connaissances sur la motricité volontaire et involontaire et sur l'évolution de notre phénotype. Donc, motricité volontaire, le cerveau, involontaire, la moelle épinière. L'évolution de notre phénotype au cours du temps, plus je m'entraîne, plus je serai performant. Ça, c'est vraiment important, vous le saviez. Et si vous n'en avez pas convaincu, c'est le cas, quoi. Plus vous faites un mouvement, mais c'est vrai pas que dans la motricité, hein, dans la réflexion, etc. Plus vous faites une action, souvent, répétée, plus vous allez être précis et plus vous serez très bon, quels que soient les domaines. À l'écoute aussi, par exemple, écouter de la musique. Si vous écoutez tous les jours, vous allez être de plus en plus précis dans votre interprétation de la mélodie. Il est important de retenir l'extraordinaire plasticité de notre cerveau qui repose essentiellement sur la capacité de nos neurones à renforcer et à construire des connexions synaptiques. Donc, si mon cerveau est plastique, c'est parce que je suis capable de faire et de défaire des connexions synaptiques, pas des neurones, juste les connexions. Et c'est grâce à l'entraînement. Ainsi, l'apprentissage et l'entraînement, autrement dit notre environnement, contribuent pour l'essentiel à l'évolution de nos capacités, tant motrices que cognitives. En revanche, bien que les cellules souches existent dans notre cerveau, c'est vrai que près de l'hippocampe, au cœur du cerveau, on a mis en évidence l'existence de cellules souches neuronales. Donc, il y a des espoirs en termes de maladies neurodégénératives. C'est possible qu'un jour, on arrive à faire en sorte que les neurones arrivent de nouveau à se multiplier dans le cas de ces maladies-là. En revanche, bien que les cellules souches existent dans notre cerveau et présentent un potentiel de régénération, nous ignorons encore comment les activer. Vers une voie de multiplication et de différenciation, il est capital de préserver vos cellules nerveuses, voire une dégénérescence normale au cours de notre vie. Voilà, moi j'apprendrai nécessairement moins vite que vous, c'est comme ça. Alors si je m'entraîne, mais, et ça c'est aussi une chose importante, là ça fait
c'est votre 3e semaine de confinement, vous n'êtes plus habitué à être en classe, à être assis, à vous concentrer pendant 3, 4, 5 heures et quand on se retrouvera, vous verrez que vous aurez un peu plus de mal à rester assis, à être concentré, alors qu'avant vous étiez sage, sans bavardage. Et bien au retour à l'école, vous verrez que c'est un petit peu plus dur parce qu'en fait, vous avez diminué ces connexions synaptiques-là pour en développer d'autres, soyez convaincus. Mais l'idée, c'est ça, c'est que votre cerveau, il est très plastique. Alors, je vais arrêter le diaporama, sauf s'il y a des questions dessus, et on va faire un petit dessin. Hop, arrêter le partage. Je vais prendre un écran tout bête, un tableau vide. Voilà. Alors, vous me demandiez ce que c'était que la sommation. Je vais faire un dessin moche, mais tant pis. On va prendre le motoneurone. On l'avait pris bleu, je crois, de mémoire. Donc, je vais lui dessiner. Attendez, il faut que je prenne mon crayon. Voilà. On va lui donner une forme étoilée. Ça va être moche, hein, parce qu'honnêtement, je suis... Alors, pour le coup, moi, vous voyez, en termes de cerveau plastique, oups, il est moche. Je ne suis pas experte dans le dessin avec souris. Le message nerveux, là c'est mon axone, je vais le prouver, hop, avec les flèches. Donc ça, c'est fibre axonique. J'aurais dû écrire en plus petit. Donc le message nerveux électrique, et il est sans centrifuge. Voilà. Alors, l'idée, c'est que je vais prendre un crayon, je vais prendre une synapse verte. Hop. Et là, c'est ma synapse excitatrice. Ça va vraiment être très laid, tant pis. Avec, je sais qu'ici, je suis dans la partie présynaptique parce que on dirait un nez, c'est horrible. Peppa Pig est de retour. Tac. Voilà, donc là, je suis dans la synapse excitatrice. Je vais écrire un E pour excitatrice. Et ça, c'est mon neurone sensitif. Donc, c'est l'axone du neurone sensitif. Voilà. Je vais quand même dessiner un petit noyau parce que j'aime bien dessiner un vrai corps cellulaire. Oups, j'aurais dû le faire en bleu. Excusez-moi. Tac, en bleu. C'est plus joli. Voilà. Ça, c'est mon corps cellulaire bleu. C'est le noyau du neurone. Donc ici, hein, que ce soit clair pour tout le monde, cette partie-là, tac, ici, là, ça. Hop, c'est pas super bien dessiné. Ça, c'est le corps cellulaire. Corps cellulaire, il a un rôle intégrateur. Intégrateur. Du moto-intégrateur, je ferme la parenthèse, du moto-neurone ou neurone moteur. Eh bien, on a dit que des synapses, il n'y en a pas une, mais 10 000. Donc, en fait, l'idée, c'est que je pourrais reprendre un crayon et puis je vais prendre, allez, une rouge. Et là, hop, je vais dessiner une autre synapse. Et arbitrairement, je vais décider. Donc, synapse, extrémité présynaptique, hein, je vais décider arbitrairement que celle-ci, elle est inhibitrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les neuromédiateurs, ici, les neuromédiateurs qui sont contenus, je vais juste... Voilà, le neuromédiateur, ça va être neuromédiateur, ça va être... à chaque fois, je me fais avoir. GABA. Donc là, c'est un inhibiteur. Là, pour une excitatrice, le neuromédiateur, ça va être l'acétylcholine, par exemple. Acétyl, mais il y en a d'autres. Hein. Dopamine, par exemple, c'est aussi excitatrice. Acétylcholine. Mais je peux imaginer encore une autre synapse. On va la faire en violet. Tac. Hop. Donc, c'est bien l'extrémité présynaptique. Donc, hop, je fais des petites vésicules. Et puis, arbitrairement, hop, on va dire qu'elle est excitatrice. Bien, vous imaginez qu'à un instant T, les trois amènent un message nerveux. Donc, à un instant T, tac, celle-ci apporte un message nerveux. Donc, puisqu'elle est excitatrice, je vais induire ici, je vous rappelle, je vais dessiner des petits trucs comme ça. Ici, j'ai des récepteurs à l'acétylcholine. Ils vont s'ouvrir. Donc, du coup, je vais entraîner ici
une dépolarisation. Si je dessine au niveau de la membrane de mon... Oups, j'ai fait une bêtise, excusez-moi, je prends mon cercle. Si je dessine ce qui se passe au niveau de la membrane, je vais avoir possiblement au niveau de cette synapse excitatrice une dépolarisation. Hop, ça veut dire que ça monte. D'accord? Ici, je suis au niveau d'une synapse inhibitrice. Donc, je vais avoir des récepteurs au GABA. Hop, ils sont en face. Tac, tac, tac. C'est mal dessiné, on s'en moque. Et si je zoome au niveau de mon corps cellulaire du moto... Ah, je me plante de... Voilà, je prends un cercle. Si je regarde le corps cellulaire, la membrane du corps cellulaire du motoneurone, et bien là, cette fois-ci, je vais avoir, puisque c'est une inhibitrice, je vais avoir une hyperpolarisation. Paf. Et puis ici, au niveau de la synapse excitatrice à l'acétylcholine, je retrouve en face ici des récepteurs à l'acétylcholine. Donc, je vais prendre... Mince, j'ai tout effacé. La catastrophe. Excusez-moi, fausse manip et je ne peux pas revenir en arrière. Il ne veut pas. Bon, alors je vais recommencer. Ça va? Je suis désolée. J'ai fait une fausse manip. Allez, il faut être courageux. On recommence. Donc, je suis dégoûtée. Alors, je redessine. Tac, mon corps étoilé. Hop. Attendez, du coup, je vais le faire bien. Voilà. Allez, il faut se motiver. C'est lundi matin. Allez, hop. Vous m'aviez tellement bien suivi. Il n'y avait pas un bruit. Hop là. Le corps cellulaire. Ici, tchac, l'axone. Ensuite, on fait un petit cercle. Ça, c'est le noyau. Ensuite, allez, on va s'appliquer. Je prends le neurone sensitif, paf, ici les petites vésicules présynaptiques qui contiennent l'acétylcholine. Il s'agit d'une synapse excitatrice et donc en face, j'ai nécessairement tac, les récepteurs à l'acétylcholine. Donc, si je zoome sur la membrane ici de mon corps cellulaire, je vais prendre un petit cercle pour vous montrer ce qui se passe. Donc, si je regarde ce qui se passe à cet endroit-là, ici, l'acétylcholine a été libérée, elle se fixe sur les récepteurs. Et si je regarde au niveau de la polarité de part et d'autre de la membrane, je vais enregistrer, je prends mon stylo vert, une dépolarisation. Paf, ça monte. Voilà. Au même instant, vous avez connexion d'une synapse. Je vais prendre un stylo rouge, inhibitrice. Donc, je la dessine. Hop, voilà. Elle est là. Avec cette petite vésicule présynaptique qui contiennent cette fois-ci un neuromédiateur qui est du GABA, c'est inhibiteur. En face, il y a des récepteurs au GABA. Vous voyez, c'est encore mieux que tout à l'heure. Il faut toujours positiver quand il y a un drame. Il y a forcément après un truc mieux. Voilà. Donc ici, le GABA est libéré en même temps que l'acétylcholine. Donc si je regarde du côté de cette membrane-là, si j'enregistre la variation de potentiel, qu'est-ce que je vais observer? Je prends mon stylo rouge et là, cette fois-ci, je vais avoir une hyperpolarisation. Paf, ça descend. Et voilà. Et puis, dans le même temps, je prends une autre synapse. Tac. Voilà. Ensuite, on est bien au niveau de l'extrémité présynaptique, donc des petites vésicules qui contiennent un neuromédiateur. Paf. L'acétylcholine, donc je suis dans une excitatrice. En face, j'ai nécessairement les récepteurs, voilà, à l'acétylcholine. Les voici. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si j'enregistre au niveau de la DDP, la différence de potentiel transmembranaire au niveau de... Ah, là, je me suis trompée, je n'étais pas assez concentrée. Voilà, tac. À cet endroit-là, je prends mon stylo violet. Voilà. Et là, je vais obtenir une dépolarisation.
Donc, à un instant T, tac, je vais l'écrire ici en bleu. À un instant petit t, j'ai sommation spatiale de grand E plus grand I plus grand E. Et donc, à la fin, vous observez quoi? Vous observez ici une dépolarisation, ici une hyperpolarisation, ici une dépolarisation. Ben, on peut supposer que la somme des trois, ça induit, tac, je reprends mon stylo, éviter, ça induit une dépolarisation, dépolarisation supérieure à, je sais pas moi, moins 55 millivolts, donc la valeur seuil qui n'est pas à retenir, à moins 50. Super. À moins 55 millivolts. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va observer? Hop, ici, naissance d'un PA. Et donc, ce PA, je vais le dessiner. Je prends mon stylo, hop, bleu. Il est comme ça. Il se propage comme ça. Ici, on est bien en face d'un message nerveux électrique centrifuge. Donc, je suis bien en face d'un axone. Et si vous voulez regarder la tête du PA, un PA, c'est stéréotypé, toujours la même forme. C'est une dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Et voilà mon PA. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de sommation spatiale. Si maintenant vous voulez comprendre ce que c'est qu'une sommation temporelle, est-ce que ça va, ça pour tout le monde? Vous avez compris? C'est bon, Solal, entre autres. Donc là, c'était pour la sommation spatiale. Si vous voulez schématiser la sommation temporelle, vous pouvez repartir du même schéma et vous dire, eh bien, I est en off, E violet est en off, mais par contre, ici, j'ai une salve de potentiel d'action. Je peux le représenter comme ça, par exemple. Je vais reprendre mon stylo vert. Et là, tac, dans le temps, j'ai ça. Puis j'en ai un autre qui suit. Là, j'en ai plein. Excusez-moi, j'ai mal dessiné. Et donc là, vous allez avoir plein de vésicules présynaptiques. Vous avez la dose, là, si j'ose dire. En gros, il n'y a pas eu de turnover. Donc, il y a plein, je pourrais faire des petits points. Il y a plein, mais on ne voit rien, en fait, si je fais des petits points. Voilà. Il y a plein d'acétylcholine qui est libérée. Et si vous en avez plein, eh bien, vous allez créer une grande dépolarisation. Et donc, ici, un message nerveux qui va être émis avec une fréquence forte. Donc, ça, c'est la sommation temporelle. Donc, voilà pour l'exemple de la sommation temporelle. Donc, ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La neuro, c'est terminé. Donc, c'était 4 TP, 4 séances de cours, dont celle d'aujourd'hui. Donc, surtout, prenez le temps de recopier le cours, de faire des schémas, éventuellement celui-ci qui est limite programme. Mais vous pouvez le recopier, il n'y a aucun problème. Voilà ce que je vous propose pour la neuro. J'attends de savoir quand on reprend les cours et puis en fonction, si on est encore confiné un petit moment, je vous donnerai un sujet d'entraînement. Là, je pense que c'est déjà très bien que vous vous connectiez 2 fois par semaine avec 1 heure de cours plus le travail à préparer pour la semaine qui suit. Ouais, je sais. Donc, on en rediscute mercredi. Moi, de toute façon, hein, je pars pas en vacances, donc je reste connectée. La semaine prochaine, je peux vous préparer un sujet de synthèse de neuro si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Je vous le donne et puis on le corrige comme on peut faire là, 1 heure. Il n'y a aucun problème. Si ça vous rassure de continuer comme ça, moi, ça me va tout à fait. D'accord? Pour la neuro, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions sur la neuro? Non? Tout va bien? Alors, s'il n'y a pas de questions, il nous reste un petit quart d'heure pour regarder le sujet que je comptais vous donner en devoir sur table en temps limité sur les pénitents de Metz dans les Alpes. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire. Normalement, je l'ai téléchargé. Excusez-moi, je ne le trouve pas. Pourtant, je l'avais mis. Blablabla. Il y a tellement de docs ici. Non, je ne l'ai pas.
Alors, je vais ajouter. Bizarre. Il arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, vous pouvez reprendre. Donc, c'était dans... Tac. Ou alors, il a eu du mal à le télécharger. C'est bizarre. Hop, le voilà. Tac. DST. Bah ouais, c'est lui normalement. Comme ça, vous avez le temps de noter le schéma si vous voulez. Parce qu'après, il va se supprimer. Est-ce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas me le projeter? C'est moi qui n'ai plus les yeux en face des trous. Il ne veut pas. Ah si, il est là. C'est moi qui buguais. Est-ce que je peux effacer, vous mettre le document de 2? C'est bon pour tous? Ça va? Ok, alors on finit là-dessus. Tac, partager. Voilà. Il est un peu méchant celui-ci. Ah, le titre du schéma, ce serait schéma de la sommation spatiale au niveau d'un corps cellulaire de motoneurones. Donc, schéma de la sommation spatiale au niveau d'un corps cellulaire de motoneurones. Ça va, je peux partir là-dessus, c'est sans transition aucune. Domaine continental et sa dynamique. Les pénitents des Messes. À proximité du village des Messes, dans les Alpes de Haute-Provence, ça va nous faire voyager, on a envie un peu de montagne là, existe le rêve, un site géologique très particulier constitué de colonnes rocheuses nommées les pénitents, en raison de leur silhouette faisant penser, selon la légende, à une procession de moines pétrifiés. Donc là, vous avez les pénitents qui avancent dans ce sens-là. À partir de l'exploitation des documents proposés et de vos connaissances, on est bien en phase d'un 2-2 puisqu'il faut que j'analyse les docs et je réinvestis des connaissances. Les oubliez pas, hein. Dans un 2-2, n'hésitez pas même à donner quelques définitions de votre cours et surtout à organiser dans un plan. Et le mieux, c'est de faire un plan apparent, même si c'est pas exigible, le plan apparent. Le plan est exigible, mais pas apparent. C'est quand même plus simple pour le correcteur quand en SVT, je parle pas pour l'histoire géo, quand il y a un grand 1, un grand 2, etc. Montrer comment les roches de ce site témoignent des processus géologiques responsables de la formation puis de la disparition. Alors, ils sont sympas puisque déjà, ils nous donnent le plan. On va avoir, hop, dans un grand 1, je vais montrer les témoins de la formation d'une chaîne de montagne. C'est vraiment le titre de votre cours. Les témoins de la formation, c'est il y a eu une océanisation, une subduction et une collision. Et dans mon grand 2, je montrerai les témoins d'une disparition, autrement dit érosion, transport, etc. Votre démonstration sera claire, organisée. Donc, quand il y a écrit organisé, ça veut dire un plan. Illustrer de schémas succincts, c'est pas sympa, mais là, il vous l'impose. Donc, attention, attention, il y aura des schémas pensés. Attention. Schéma attendu. Donc, attention, hein, si c'est écrit, s'il y a écrit schéma, il faut faire des schémas, sinon vous n'aurez pas vos 5 points. Je vous rappelle que le 2-2, c'est sur 5 points. Doc 1, situation géographique des Messes et cardiologique simplifiée des Alpes. On vous dit que les Alpes sont une chaîne de montagnes issue de collisions de 2 lithosphères continentales. Donc là, il y a un mot important, c'est collision. Il va falloir le prouver. Paf. Et donc ici, on a quoi? On a un document cartographique avec l'échelle 50 km ici. La France est là, l'Italie est ici. Je vais reprendre le pointeur. Qu'est-ce que je remarque d'intéressant? Sédiments récents, exemple conglomérat. Alors ça va effrayer la plupart d'entre vous parce que conglomérat n'est pas au programme. C'est une roche sédimentaire dite grossière, c'est des gros galets qui vont être collés par une matrice souvent argileuse et vous avez les documents qui suivent là-dessus. Donc Zen, c'est écrit après. Hein. Sédiments anciens, calcaires. Roches sédimentaires, hein, donc les conglomérats et les calcaires sont des sédiments. Ophiolite, alors là, sur notre document, on est content de voir ce mot-là, on est rassuré et normalement, c'est un brainstorming dans votre tête, ça veut dire c'est un morceau de
lithosphère océanique sur de l'ALC. C'est instable isostatiquement, mais ça arrive, c'est les fameuses sutures ophiolitiques comme au chenaillet, et elles y sont. Il y a le chenaillet, il y en a d'autres, je vais reprendre mon pointeur, tac. Donc les ophiolites ici sont bien à la suture entre vos deux lithosphères qui entrent en collision. Roche du socle, exemple gneiss. Alors là, eh bien, on l'a vu ce mot-là, c'est typiquement la roche métamorphique des chaînes de collision. C'est un granit écrasé. Il y a une question? Je vois qu'il y a le... Non. Ok. Le gneiss. Sens d'écoulement de la Durance. Tiens, c'est bizarre qu'il me parle de ça. Je vais quand même l'entourer. Ça peut m'être utile. Vous allez voir que ça va être utile en fait. Tac. Hop. C'est là, ok, et je vois que la Durance, elle prend naissance à deux endroits, elle prend naissance dans les ophiolites et elle prend aussi naissance un peu entre deux, entre le gneiss et les roches sédimentaires anciennes, mais pas très loin quand même de la partie gneissique, donc des roches du socle. L'affleurement des messes. Les pénitents des messes forment un aliment de colonnes rocheuses de plusieurs dizaines de mètres de haut, long d'environ 2,5 km. Les messes, c'est ici. Je vais reprendre le pointeur, c'est ici, les messes. Un sondage a montré que cette formation appartient à un très vaste ensemble sédimentaire de 800 mètres d'épaisseur. Conglomérat. Ah, ok. Donc là, je fais une mise en relation. Le mot qui ne me plaisait pas, manque de chance, il était là. Eh bien, il réapparaît là, mais tant mieux, c'est qu'ils vont m'expliquer ce qu'est un conglomérat. Les pénitents sont constitués d'un conglomérat, roches détritiques, donc issues de l'érosion, dégradation d'autres roches, composées de galets. Donc là, on est dans de l'érosion. Donc hop, je me dis, tiens, je vais faire une mise en relation. Érosion, c'est dans cette partie-là, c'est la deuxième partie. Hein. Je vais prouver la disparition. Donc un conglomérat, c'est une preuve de disparition d'une chaîne de montagnes. Lié entre eux par un ciment naturel, la forme arrondie de ces galets suggère une usure lente liée à un transport par l'eau d'un fleuve ou d'une rivière. Ah, alors là, je suis contente parce que l'eau du fleuve ou de la rivière, c'est quoi? C'est la Durance. Donc, je fais une mise en relation rivière-Durance. L'âge de cette formation géologique est estimé au Miocène, à la fin de l'ère tertiaire. Alors, je vais souligner ce mot qui me fait peur. Hop, mais n'ayez pas peur. Il y a un document qui vous donne l'explication. Tac. Alors, photographie d'un conglomérat. Il y a des galets, on l'avait compris. Il y a un ciment, ok. L'inventaire des galets montre des roches très variées. Une grande majorité de ces galets est d'origine sédimentaire, calcaire, ok, logique, on l'avait vu. Mais on retrouve aussi en plus, en faible quantité, des galets de nature magmatique et métamorphique. Super. Donc là, on va pouvoir réinvestir nos connaissances. Un gabbro. Et là, clairement, il faut l'écrire sur votre copie. Je sais que c'est une roche magmatique plutonique. Roche, décidément, magmatique. C'est l'heure du café. Plutonique. Roche magmatique plutonique, on l'associe à la croûte océanique. Ah, donc si c'est une roche magmatique plutonique de la croûte océanique, c'est qu'avant qu'il y ait collision, il y a eu un océan. Donc, il y a eu océanisation, puis subduction. D'accord? Donc, pyroxène plagioclase, c'est un gabbro. Ensuite, métagabbro. Ah, alors là, qu'est-ce que je vais définir sur ma copie? Je vais définir la notion de métamorphisme. Le métamorphisme, c'est la transformation à l'état solide d'une roche suite à des variations de pression, de température et ou d'hydratation. Et là, on me sort glaucophane. Alors, je sais bien que tout ça, c'est vieux pour vous, mais zen, il y a un document qui va vous préciser la localisation du glaucophane et à quel contexte géodynamique on l'associe. Photographie d'un galet de gneiss. Gneiss est un granit métamorphisé sous l'effet de l'augmentation des conditions de pression et de température. Donc ça, c'est typiquement un indice, un témoin, puisqu'il voulait témoigne, donc je vais dire témoin de la collision. Donc un gneiss, c'est un granit écrasé. On a augmenté surtout la température et un petit peu la pression dans le diagramme pression-température. C'est plus la température qu'augmente que la pression. Et donc, pour terminer, il y a ce fameux document. Tac, le voilà. Et là, on est content. On nous dit diagramme pression et champ de stabilité de certains minéraux. Et donc, glaucophane, on le retrouve. Eh bien, on le retrouve. Je vais prendre un stylo rouge et je vais souligner.
on le retrouve là, on le retrouve là, on le retrouve là. Autrement dit, on est, excusez-moi, j'ai raté mon truc, on est dans une zone de subduction. Donc, les galets à métagabro, à glaucophane vont être un témoin d'une ancienne subduction. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, que vous avez réussi à vous réveiller et que ça va. Doc 4, échelle des temps géologiques. Le Messinien, donc les galets des pénitents de Metz datent du Messinien. C'est la toute fin de la formation de la chaîne de montagne. Donc, on est post-collision, on est vraiment là dans l'érosion qui va commencer à un petit peu, si j'ose dire, l'emporter sur la collision. C'est pour ça qu'on a et des galets de métagabro et des galets de gneiss et même des galets de calcaire, par exemple. Donc, c'est le corrigé que je vous ai proposé à la fin. J'espère que ça va, que vous arrivez à tenir le choc. Il reste... il est l'heure, mais je finis. Je vous libère 2 minutes en retard. Donc, les témoins d'une formation de chaîne de montagne. Donc, c'est ce que je vous avais dit. J'organise mon plan en 2 parties. Une ancienne, comment j'explique la formation d'une chaîne de montagne et comment j'explique sa disparition. Donc, la formation de la chaîne de montagne, déjà, je vais dire quoi? D'un point de vue géographique, les pénitents des Metz, c'est dans les Alpes. Je sais que c'est une chaîne de montagne récente, donc ça, c'est ma culture G qui me le dit. Il ne faut pas hésiter à le dire. Ensuite, dans les conglomérats, il y a des galets de gabbro. Donc, s'il y a du gabbro, j'en déduis une ancienne croûte océanique, donc un phénomène d'océanisation. Tout ça, c'est mes connaissances. Gabbro, c'est les docks, ce sont les docks. Mais croûte océanique, donc océanisation, c'est mes connaissances, ce sont mes connaissances. J'ai aussi des métagabbro dans les galets que je trouve dans les pénitents de Metz. Donc, si j'ai des métagabbro, c'est qu'il y a un métamorphisme. Ce métamorphisme, grâce au document 3, je l'ai localisé. C'est surtout une augmentation de pression. Donc, c'est bien une preuve de subduction. Enfin, j'ai des gneiss dans mes galets. Et le gneiss, c'est typiquement, j'ai repris textuellement le doc. On vous dit que c'est une augmentation de température et de pression. Autrement dit, ça, c'est une géodynamique typique des chaînes de collision. Donc, grâce aux galets des pénitents, je prouve qu'il y a eu une phase d'océanisation. Il y a des gabbros. Je prouve qu'il y a eu une phase de subduction. Il y a des métagabbros à glaucophane. Et je prouve qu'il y a une phase de collision. Il y a le gneiss. Donc ça, c'est là où je vais avoir un maximum de points. D'accord? Donc, dans les pénitents, les galets vont vous permettre de reconstituer les différents événements qui aboutissent à une chaîne de montagne. Comment expliquer la présence des galets maintenant? Eh bien, un galet, c'est issu finalement, c'est une roche détritique. Donc, c'est issu d'une érosion. Je retire, altération, érosion et transport. Et le transport, ici, c'est là que c'est important de le citer. Il est permis par un fleuve qui est la Durance. Donc, la Durance, on voit qu'elle prend sa source au niveau aussi bien des zones ophiolitiques, d'où la présence de galets de gabbro et de métagabbro, mais aussi elle prend sa source dans un socle de nature gneissique, d'où les galets de gneiss. Donc, diversité des galets, parce que ma Durance, elle prend sa source à 2 endroits différents. Le sens d'écoulement coïncide avec la possibilité des dépôts et les pénitents de Metz sont plus en bas au niveau de la vallée. Donc, on a eu une accumulation de galets détritiques. Dépôt des galets, sédimentation au Messinien. Je cite ce mot-là tiré du document qui me permet de dire que le Messinien dans le doc 7, c'est la fin de l'orogenèse alpine. Donc, l'érosion qui a lieu tout le temps, elle est plus visible évidemment en fin de collision quand vous avez le cumul de toute la partie qui a été érodée. Donc, nécessite un relief à éroder, structure terminale, les pénitents, érosion différentielle. Différentielle, c'est parce que on érode et du gabbro, et du métagabbro, et du gneiss, structure particulière, les pénitents. Voilà. Les schémas, je l'ai mis que sur 3 points, sur les 20 points que vous pouviez obtenir. Donc là, c'est un barème à la mode d'Allen, hein. C'est pas le barème officiel du baccalauréat. Qu'est-ce que je peux faire comme schéma là-dessus? Je vais pas faire quelque chose d'extraordinaire. Je réexpliquerai juste peut-être un petit schéma d'océanisation pour montrer que là, on est dans une phase d'extension. Je ferai un tout petit schéma de subduction pour montrer l'augmentation de pression, une plaque lithosphérique qui plonge dans
la sténosphère sous-jacente. Et puis la collision, je ne ferai pas de schéma parce que c'est un schéma qui est difficile et que je dois consacrer 1 heure et quart à ce type d'exercice qui était très long. Il y a beaucoup de documents, donc les schémas ne passaient pas beaucoup de temps sur ce type d'exercice-là. J'espère que tout le monde a pu exploiter pleinement cette séance sans trop d'ennuis. C'est compliqué de vous connecter, etc. J'espère que ça va, que vous gardez le moral, que vous arrivez à vous